À ma gauche. Très bien. Il y a de la place. C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Enfin, je suis un modéré. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir messieurs. La Chine souffre d'un grand mal. Un nouveau scandale sanitaire de dimension nationale semble avoir éclaté après celui du lait à la mélanine ou celui du chou au formol. J'ai nommé l'européite. Un déficit important, 3%, une compétitivité qui faiblit à cause de normes sociales et environnementales toujours plus importantes, déjà des délocalisations vers l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique, et une croissance historiquement faible. Bref, la Chine semble souffrir du mal européen. Il n'y a pas de remède miracle, mais nous avons de la chance. La maladie reste pour l'instant très localisée. La politique extérieure de la Chine à base d'armées populaires et de sous-marins nucléaires, et la politique intérieure à base de partis uniques et de répression systématique des droits de l'homme, nous montrent que la propagation de la maladie reste contenue. Endiguer son évolution sera pourtant difficile, car la politique chinoise appuie sa légitimité sur l'accroissement des richesses depuis 30 ans. Dans ce contexte, la détérioration du climat des affaires peut mener à une européite généralisée. Un espoir de rétablissement pour les dirigeants persiste cependant, car le vaccin Tiananmen a permis à la Chine de produire des anticorps robustes. Et la révolution des parapluies de Hong Kong et sa répression nous montrent que les anticorps sont encore efficaces. Et pourtant, la Chine m'inquiète. Alors, monsieur Domnack, ou peut-être devrais-je dire, dans ce contexte, docteur Domnack, vous qui avez travaillé toute votre vie sur la Chine pour devenir le sinologue français incontournable, vous vous interrogez désormais sur l'avenir de ce système politique et peut-être pourrez-vous nous renseigner sur un possible retour à la normale et sa guérison. Dans le livre que vous venez de paraître, Les Fils de Princes, vous vous intéressez à l'origine des membres de l'actuelle oligarchie chinoise et vous montrez que le régime est gangréné par la corruption et les conflits d'intérêts, au point que Xi Jinping ne parvient pas à mener les réformes de transparence qu'il avait prévues. Mais mes pensées vont surtout à vous, monsieur de la Tour d'Artaise, car c'est vous l'investisseur ici, et c'est vous qui avez investi en Chine quand la croissance était encore à 2 chiffres. Vous qui avez rejoint SEB en 1994, qui est le leader mondial du petit électroménager, vous avez permis son implantation en Chine en 2007. Alors, monsieur, allez-vous prêter à Xi Jinping un de vos Minex Made in China pour qu'il promeuve la production locale, comme l'avait fait monsieur Montebourg avec un de vos célèbres mixeurs? Et enfin, monsieur Raffarin, vous qui êtes le politique de la bande, député européen, ministre, Premier ministre, sénateur, et en plus de ça, depuis 10 ans, le monsieur Chine de la diplomatie française, vous êtes partisan d'une ligne plutôt tolérante avec la Chine et refusez que l'Occident lui donne des leçons trop impérieuses. Et vous pensez qu'il faut laisser du temps à ce pays, et pour reprendre une de vos célèbres raffarinades, la route est droite. Ça commence bien. La route est droite, mais la pente est forte. La Chine est en train de devenir une économie mature, mais si les structures de cette économie ne sont pas tout à fait celles d'une économie émergente, elles ne sont pas non plus celles d'une économie développée. La fragilité actuelle du système boursier, le ralentissement progressif de l'activité économique, les crises de pollution à répétition et l'emprisonnement des opposants au régime montrent les limites structurelles de la société chinoise telle qu'elle s'est construite jusqu'ici. En somme, l'éthique bradée pendant 40 ans en Chine sur l'autel d'un capitalisme débridé semble poindre à nouveau sous forme d'aspirations matérielles et politiques. L'européite pourrait s'étendre à toutes les composantes de la société chinoise.
Alors, messieurs, le régime parviendra-t-il à guérir son pays ou bien doit-il se résoudre à laisser le mal se généraliser en entamant de profondes réformes politiques et économiques? Bonsoir messieurs, après cette introduction, on va essayer d'attaquer dans le vif du sujet et commencer par évoquer la situation actuelle de la Chine et plus précisément l'économie chinoise. Donc, comme l'a dit Philémon, après des années de croissance à 2 chiffres, la croissance chinoise est passée cette année sous les 7%. Les dirigeants en ont d'ailleurs pris acte en annonçant pour l'année 2016 une croissance environ à 6,5%, que certains observateurs qualifient même d'optimistes. Parallèlement, on s'en souvient, l'été dernier, la bourse de Shanghai était en crise et l'indice a perdu près de 30% en moins d'un mois. Et cela a bien entendu des répercussions sur la sphère réelle et sur l'économie mondiale. Bref, la Chine inquiète. Monsieur Domenach, même s'il semble à première vue que le bel engrenage chinois se soit déréglé, vous expliquez dans votre ouvrage « La Chine m'inquiète » que en fait, le ralentissement de la croissance de la Chine était nécessaire et que c'est finalement une bonne chose pour la Chine parce qu'il peut permettre une croissance équilibrée. Parce qu'en fait, tout le monde semble s'inquiéter du ralentissement de la croissance chinoise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, du côté chinois, ça pourrait finalement ne pas être une si mauvaise chose? Parce que il suffit de lire la politique. Il suffit de lire la politique des autorités chinoises qui est une politique tout à fait intelligente, une politique qui consiste à passer d'une économie de production à une économie de consommation, et une politique qui s'appuie sur une transformation considérable, c'est-à-dire l'urbanisation. Je rappelle qu'on ne connaît pas dans l'histoire de cas de pays qui soient passés à la démocratie sans être déjà passés à la ville, si je peux dire. Ça, c'est absolument fondamental. Et donc je crois que si on écoute, disons, la politique, monsieur le Premier ministre va sans doute être étonné parce que souvent je suis plus critique que lui, mais là franchement, je trouve que les autorités chinoises ont bien compris de quoi il s'agit. Alors simplement le problème c'est le régime chinois et c'est 2, la population chinoise. Le régime, c'est un régime qui est, il faut bien le dire, qui a vaincu qui a vaincu le totalitarisme par la pourriture morale, d'une certaine façon. On peut dire les choses comme ça en allant un peu vite, mais disons que c'est un régime où il n'y a pas de propreté morale, où il n'y a pas de propreté politique, et où rien n'est jamais sûr avant qu'on ait touché l'argent qu'on devrait recevoir. Et le deuxième point, c'est le fait que la population elle-même s'est habituée, disons, à vivre avec un régime auquel il est difficile de faire complètement confiance. Et cette population est une population qui est extraordinairement, qui est accrochée à ses gains. Et donc de 2 choses l'une, ou elle reçoit les augmentations qu'elle désire du niveau de vie, ou elle ne les reçoit pas. Si elle les reçoit, elle se tient tout à fait correctement, et c'est une population qui travaille énormément, etc. On n'est pas en France, ça bosse, etc., etc. Et je téléphone toutes les semaines à mon ancien épicier de ma rue à Pékin, et il me dit, tu comprends, nous, on n'est pas compliqués. Si on a ce qu'on veut avoir, on est content. Si on l'a pas, on n'est pas content. Et bien c'est là qu'est véritablement la question, et c'est là que trouve son importance, et je vais me taire, et c'est là que trouve son importance le déclin, disons, de la croissance chinoise. Parce que la croissance chinoise, c'était en gros l'argument majeur de ce régime. Or, cette croissance, il est même sage, il est opportun qu'elle décline. On ne peut pas faire vivre un pays éternellement avec 7 à 10% de croissance. Non, 6, 5%, ça serait bien. Simplement, il faudrait que la baisse se limite à cela. Or, je cite encore mon épicier et je me tais. Lui me dit, tu sais, ils racontent tous des tchalefs, ils racontent tous des histoires. À mon avis, on est à 3-4%. Et c'est là qu'est véritablement la question. À 7-8%, les gens, ça marche. Et ils pourront encore réaliser un grand rêve qui est, vous l'avez remarqué,
de s'installer dans les DG français et de découvrir la France, l'Europe, etc., etc. Mais si l'argent n'est pas là, alors si les loisirs ne sont pas là, si le temps libre n'est pas là, ils ne seront pas contents, ils le montreront. C'est un pays, je dirais, qui est comme le nôtre, mais encore plus accroché à l'acquisition des nécessaires joies de la consommation. Très bien, donc d'un point de vue chinois, c'est peut-être plutôt un bon signe que la croissance ralentisse. En tout cas, c'est l'annonciateur de peut-être des changements. Mais si on prend un point de vue extérieur, le point de vue français par exemple, Monsieur Latour d'Orthez, ce ralentissement ne vous inquiète-t-il pas au vu de vos investissements? Et concrètement, dans quelle mesure ça va-t-il changer vos investissements? Je peux peut-être faire une remarque juste préalable, parce que vous avez cité des chiffres, vous avez parlé de ralentissement de la croissance. Juste 2 chiffres. 2006, le PIB de la Chine, c'est à peu près 2 000 milliards de dollars. L'année dernière, c'est 11 000 milliards. 2 000 milliards à 12% de croissance par an, ça fait quand même beaucoup moins que 11 000 milliards à 6%. Donc il y a quand même une masse de croissance qui continue à être énorme. Deuxième point, vous avez cité la crise de la bourse. Exact. La bourse de Shanghai, comme celle de Shenzhen d'ailleurs, ont beaucoup baissé l'année dernière. Je vous rappelle qu'elle avait pris plus de 50% dans les 6 mois précédents. Et donc aujourd'hui, la bourse est à peu près au même niveau qu'elle était fin 2012. Oui, effectivement, il y a eu des impacts systémiques sur l'économie mondiale qui ont été assez dommageables. Certes, mais il y en a comme il y en a dans différentes économies. Donc je crois que il faut toujours regarder ça comme à l'aune de long terme, surtout si on parle de la Chine. La troisième donnée que vous n'avez pas citée, mais qu'on cite beaucoup, et on a parlé beaucoup à l'été, souvenez-vous, c'était l'effondrement du yuan. Mais là encore, le yuan s'est déprécié de peu près 5% de mémoire. Je parle de sous contrôle, mais je crois que c'est à peu près 5% par rapport à son plus haut de l'été. Et je vous cite juste un chiffre. Quand nous avons acheté Support, en fin 2007, il fallait 10,5 yuan pour 1 euro. Au plus haut du yuan, on était à 6,5. On est à 7,40. Donc c'est effectivement une grosse baisse entre 6,50 et 7,35, je crois, hier. Enfin, on est à 10,50. Donc n'oublions pas que sur la période, le yuan s'est apprécié de façon très forte par rapport au dollar, et donc bien sûr par rapport à l'euro, qu'ils ont quitté le PEG et qu'ils ont eu pendant plusieurs années. Donc tout ça, il y a quand même eu des évolutions dont je pense qu'il faut ne pas oublier. Parce que surtout quand on parle de la Chine, il faut quand même, je pense, garder une vision de long terme. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que cette crise nous fait soit regretter, soit revoir nos investissements? Pas du tout. D'ailleurs, je crois qu'on a déjà investi 800 millions d'euros en Chine et on a signé pour remettre 200 millions de plus pour acheter des actions à M. Su, notre partenaire chinois, qui détient encore 11% du capital. Et donc, d'ici quelques mois, sans doute dans 2 mois, nous aurons 81% du capital et il n'y aura plus que 2 et le reste sera, comme aujourd'hui, à la bourse de Shenzhen. Donc nous sommes cotés en Chine. C'est d'ailleurs une exception un petit peu... on est, je crois, le seul groupe étranger qui a eu l'autorisation de prendre le contrôle d'une société cotée. Qu'il y ait un ralentissement, oui, peut-être. L'année dernière, on ne l'a pas vu. Plus 16% de croissance sur le marché. Sur le premier trimestre, on doit être encore à plus 10, plus 11. Donc aujourd'hui, la consommation intérieure est encore bonne. Il y a encore une croissance de la consommation intérieure. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont toujours dit les autorités chinoises. Il y a le moteur de l'export qui ne peut pas continuer, comme vous le disiez tout à l'heure, éternellement. La Chine ne peut pas rester éternellement la grande usine du monde. De même qu'elle ne peut pas investir en permanence dans les infrastructures de façon folle. Mais il y a un moteur qui n'est pas encore vraiment allumé, c'est celui de la consommation intérieure, pour lequel il y a 1,3 milliard d'habitants, avec une problématique, c'est qu'ils épargnent. C'est le pays, sans doute le peuple qui épargne le plus au monde, parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup de régimes de santé et de retraite. Depuis plusieurs années, vous l'avez dit, les salaires augmentent, comme les charges sociales, pour donner à cette population. Alors évidemment, ça baisse la compétitivité, mais il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir sa population s'enrichir et devenir un vrai moteur de consommation et donc de croissance du PIB et ne pas perdre un peu en compétitivité. Donc moi je crois que évidemment cet ajustement est compliqué et qu'il y aura peut-être des baisses, surtout si il va y avoir des conséquences fortes sur l'emploi,
Mais sur le long terme, nous restons très optimistes sur la Chine. On pense que c'est un investissement de très long terme. Et donc, Monsieur Raffarin, on parlait tout à l'heure, on a évoqué rapidement les conséquences systémiques que ça pouvait avoir, que la baisse de rythme de l'économie chinoise pouvait avoir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement, précisément, quelles peuvent être les répercussions de la décroissance, pas de la décroissance, mais de la baisse d'intensité de la croissance chinoise sur l'économie française, par exemple, et sur l'économie mondiale de manière générale? Bonsoir. Ça me fait plaisir de parler avec vous. Entre ces deux personnalités considérables, le professeur, que j'admire beaucoup et qui connaît la Chine, qui a vécu, qui a écrit, et l'entrepreneur qui, rendez-vous compte, vend des cocottes minutes aux Chinois, parce que c'est bien beau de faire des opérations immobilières, mais vendre du produit de grande consommation, il n'y en a pas beaucoup qui le font quand même. Hein. Donc là, on a quand même deux exemples qui sont tout à fait authentiques. Moi, je suis qu'un témoin. Je suis allé en Chine pour la première fois quand j'étais dans une école qui n'était pas celle-ci, une école amie, dans laquelle j'ai rencontré des excellents camarades. Et c'était un premier voyage d'études. Donc, je ne suis pas sinologue et je suis simplement un témoin qui est allé en Chine depuis qu'il est tout petit et qui va régulièrement. En ce moment, j'ai fait 5-6 fois par an. Donc, je suis très prudent parce que la Chine, à chaque fois que vous saisissez une vérité, vous pouvez être sûr que la vérité contraire existe. Parce que, par définition, c'est un pays paradoxal. Il est tellement grand. Donc, quand on en parle avec prudence. Claudel, qui avait été diplomate en Chine, disait, quand on lui demandait « Qu'est-ce que vous pensez des Chinois ?» « Oh, votre question m'embarrasse, je ne les connais pas tous. » Donc, je suis dans cette situation. Alors, d'abord, sur la croissance. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Nous-mêmes, occidentaux, on a demandé à la Chine en permanence de changer de croissance. Et pour la COP21, et à Copenhague, pourquoi vous avez fait échouer Copenhague, et pourquoi vous polluez à Pékin comme vous polluez, et pourquoi avec le charbon vous êtes toujours comme ça, et le développement durable, vous imaginez Ségolène Royal faisant la leçon aux Chinois. Donc on leur a dit qu'il fallait qu'ils changent de croissance. Et là-dessus, ils sont déjà engagés depuis longtemps, puisque c'est dans le 12e plan qu'ils ont commencé à écrire qu'il fallait une croissance plus qualitative, plus inclusive, et que cette croissance, elle devait être repensée, et parce qu'elle devait être repensée, ça impliquait des réformes difficiles, des fermetures d'usines par milliers, ce qui est le cas aujourd'hui, et donc, mais aussi des constructions d'usines nouvelles. Ça veut dire que dans 3 ou 4 ans, quand ils auront fermé les usines actuelles et que les nouvelles fonctionneront, le niveau de compétitivité ne sera pas le même. Hein. C'est un investissement pour eux, cela. Et donc, ils ont choisi. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils changent leur modèle de croissance à un moment où la croissance mondiale est en panne, en Europe et un peu partout dans le monde. Donc, s'ajoutent 2 phénomènes qui sont des phénomènes compliqués. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour nous? D'abord, je crois que la vie sera sans doute plus difficile pour un certain nombre d'entreprises occidentales d'aller s'installer en Chine. Parce que la production nationale va être renforcée, parce que dans tous ces moments de grandes réformes qui mécontentent l'opinion, le pouvoir répond à l'opinion, notamment par la lutte pour la corruption. Nous viendrons parce que ça, c'est une attente forte de l'opinion. Donc le pouvoir, 1, il réforme, 2, il donne des satisfactions à l'opinion avec la lutte contre la corruption, mais aussi il fait en sorte qu'il puisse y avoir une économie qui soit un peu plus tournée vers la production chinoise, vers des usines chinoises, vers, entre guillemets, un certain patriotisme économique, dirait-on en France. Donc, ça veut dire que ce sera peut-être sans doute plus difficile de pénétrer un peu en Chine par cette croissance dans laquelle les entreprises chinoises vont devenir, pour être très compétitives, ils veulent des marques, ils ont compris. L'ancien Premier ministre Wen Jiabao m'avait dit un jour, mais ne vous inquiétez pas, on est aussi intelligent que vous et on travaille plus. Donc on rattrapera de toute façon. Donc on s'entend, on rattrape, mais de toute façon, il faut qu'on discute. Donc il va falloir discuter. Ça, c'est ce qui sera plus difficile. En revanche, de l'autre côté, je pense qu'on va avoir beaucoup d'investissements chinois à l'extérieur. Xi Jinping annonce 500 milliards d'US$ pour les 5 ans qui viennent. L'année dernière, c'était déjà 118 milliards de dollars d'argent chinois qui va à l'extérieur. Pourquoi ça?
D'abord parce que, comme le disait Thierry de la Tour d'Artaise, ils ont un taux d'épargne important. Quand le Chinois gagne 1 dollar, l'Américain gagne 3 dollars. Sur ces 3 dollars, l'Américain en dépense 4. Sur son dollar, le Chinois en économise 50%. 40, enfin le taux d'épargne est entre 40 et 50. C'est-à-dire que c'est l'épargne du pauvre qui finance aujourd'hui le déficit du riche. C'est ça le mécanisme. Hein. Cette épargne-là, c'est l'avenir du pays en matière de sécurité sociale, de retraite, etc. Donc il faut le placer, donc il faut répartir les risques, donc il faut ajouter donc un peu de sécurité à ces placements. Donc là, on investit beaucoup. On investit aussi parce qu'il y a un certain nombre de technologies auxquelles on voudrait avoir accès. On investit aussi parce qu'il y a un certain nombre de grosses fortunes qui se disent en Chine, ça évolue de telle manière qu'il vaut mieux aussi avoir un peu d'argent dehors. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent qui sort. Et là, on a quelque chose qui peut être positif si nous savons le gérer. Par exemple, ça a été bien géré pour Engie, pour un gros investissement du CIC, le fonds souverain chinois, où il y a eu 2 milliards d'investissements. C'est pas très bien géré sur l'aéroport de Toulouse, où on dit, le Premier ministre dit, le Président de la République, investisseurs chinois, venez chez nous. Mais une fois qu'ils viennent chez nous, oh, mais ils vont tous nous racheter. Mais ils vont nous dire, tiens, mais oh là là, oh, doucement. Avec la Chine, c'est assez terrible, parce que quand la Chine va mal, oh, on a peur. Quand la Chine va bien, oh, on a peur. Donc il faut faire attention. En l'occurrence, les investissements, il faut pouvoir les orienter vers un certain nombre de soucis que nous pouvons avoir, par exemple la croissance des PME, par exemple des pôles d'innovation, par exemple un certain nombre d'infrastructures. Donc là, il y a beaucoup de sujets, mais je vous cite un exemple pour montrer que finalement, là, il faudra bien travailler. Il n'existe qu'un seul fonds vraiment binational chinois-français, qui est le fonds KT, qui est un fonds d'investissement dans lequel il y a la China Development Bank, une grande institution chinoise, et la Caisse des dépôts française, où là, vous avez de l'argent chinois et de l'argent français qui s'investit dans des PME avec, ce qu'on pourrait dire, une capacité à s'apprivoiser les uns les autres, à expliquer la culture chinoise aux Français et la culture française aux Chinois. Donc là, il y a un travail, je pense, qui est un travail important. Donc pour répondre à votre question et pour m'arrêter là, je pense que nous aurons dans la nouvelle donne à gérer, d'une part, le fait que la compétition sur le marché chinois sera très vive et que d'autre part, il y aura des investissements à l'étranger, notamment des investissements péritières. Actuellement, il n'y a pas une réunion entre un dirigeant français et un dirigeant chinois sans que le dirigeant chinois dise « alors qu'est-ce qu'on fait ensemble en Afrique ?» C'est-à-dire investir ensemble sur des pays tiers. Donc là, on a toute une réflexion à avoir, comment bien gérer nos investissements avec les Chinois. Donc on a pu voir que le ralentissement de la croissance n'était pas si terrible que ça, mais apparemment. Mais toutefois, il marque un tournant dans l'histoire de l'économie chinoise et il prépare une nouvelle, peut-être pas une nouvelle ère, mais une nouvelle phase. Et ce ralentissement a des conséquences non seulement sur l'économie, mais aussi sur la société chinoise que nous avons commencé à aborder. Cette société connaît en effet de nombreuses mutations qui ont des conséquences très importantes sur le pays et sur la situation intérieure. Nous allons maintenant donc aborder ces mutations. Alors effectivement, ma première question va s'adresser à nouveau à vous, Monsieur Domenach, mais si vous souhaitez également intervenir, messieurs, évidemment, faites-le. Sur le plan social, comme on a commencé à l'évoquer, un des phénomènes majeurs de la Chine contemporaine, c'est la montée en puissance de ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne chinoise. Et sur les 15 dernières années, pour resituer un peu sur le plan quantitatif, il y a 43 millions de Chinois qui ont rejoint la classe moyenne, selon les estimations, et c'est une classe moyenne qui est environ aujourd'hui de 115 millions de personnes. Alors vous me direz que sur 1,3 milliard, ça ne fait pas grand-chose, mais ça représente tout de même une hausse assez significative. Alors, en termes de conséquences, c'est plutôt une bonne nouvelle du côté de la consommation, comme vous le disiez, Monsieur Raffarin, puisque ça booste la demande intérieure. Mais on peut aussi se dire, et c'est ce que font de nombreux observateurs, que c'est assez incertain sur le plan politique. Monsieur Domenach, est-ce que vous craignez une forme de déstabilisation du régime à travers les aspirations à plus de liberté de cette classe moyenne, ou est-ce qu'à l'inverse, il y a là un facteur de stabilisation du régime, selon vous? Alors je suis très optimiste, enfin comment dire, pour moi, la construction de cette classe moyenne est un élément d'optimisme. Monsieur le Premier ministre, là vous allez me voir optimiste, tout à fait extraordinaire. En revanche,
ce qui ne me rend pas vraiment optimiste, c'est ce qui n'a pas bougé encore dans le système politique et aussi dans le système administratif. Dans le système politique, parce que c'est un régime, qui est un régime très autoritaire, c'est un régime qui ne consulte pas beaucoup, et c'est un régime qui commet maintenant, qui donne l'impression à la population de commettre des erreurs. Parce que quand une population voit que ça va moins bien, c'est de la faute du régime. Moi, je crois que c'est pas gentil, si je puis dire, parce que pour une fois, ils ont des gens absolument remarquables à leur tête. Le régime a des gens... Je crois que le Premier ministre chinois est probablement un l'exception de M. Raffarin, qui a laissé une grande... un des plus grands premiers ministres de l'histoire récente. C'est tout à fait quelqu'un de tout à fait remarquable, mais il est quand même significatif que le président, si je puis dire, on ne lui a pas laissé beaucoup de place, si je puis dire. Hein. Et il n'y a pas seulement ça. Est-ce que la Chine est un pays qu'on peut gouverner ? C'est une question qui se pose depuis le début de son existence. Les régions se disputent les unes avec les autres, les populations se méprisent, la Chine reste un pays très difficile à gérer. Et pour moi, ça reste deux choses qui posent des problèmes tout à fait considérables. Pour me résumer, il y a une transformation extraordinaire, c'est la nouvelle classe moyenne. Et il y a deux inquiétudes qui restent et qui sont extrêmement graves, qui sont aujourd'hui comme autrefois les provinces. Moi, j'ai assisté, si j'avais du temps, là, je vous raconterai, j'ai assisté à une bagarre sur la frontière entre deux provinces, le Fujian et le Guangdong. Et ils se balançaient des cailloux, et puis à la fin, ils commençaient à se tirer dessus, etc. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils fabriquaient tous les deux la même confiture. C'était au milieu des années 80. Des affaires comme ça, il y en a sans arrêt, disons. Est-ce qu'on peut gouverner la Chine, réellement ? C'est un très très grand pays, mais tellement... Ils sont une trentaine de régions qui pourraient être autant... Il y a parmi les provinces chinoises, il y en a 3 ou 4 qui figureraient parmi les 15 pays les plus puissants du monde, vous comprenez ? C'est ça. Comment faire tenir tout ça ensemble ? Donc je reste à la fois émerveillé de ce qui se passe, et notamment on pourrait parler de la naissance, si je puis dire, de la femme en Chine aujourd'hui, qui est un phénomène social tout à fait extraordinaire. Mais d'un autre côté, il y a encore les vrais problèmes du gouvernement en Chine qui ne sont pas encore réglés. Donc on reviendra peut-être sur les problèmes de gouvernement un peu plus tard, mais pour rester sur la classe moyenne, la montée de la classe moyenne s'accompagne d'une amélioration de la formation des employés chinois. Il y a de plus en plus d'employés chinois qui sont qualifiés. Et donc j'ai 2 questions pour vous, monsieur de la Tour d'Arthez. Cette formation va-t-elle pousser les entreprises étrangères, notamment la vôtre, à employer plus de Chinois au niveau des cadres, et donc moins d'expatriés ? Et de plus, va-t-elle vous pousser à renforcer les activités ou à relocaliser les activités de recherche et développement en Chine ? Alors, bon, vous savez, nous, on vend effectivement des autocuiseurs, des cocottes minutes en Chine, mais il faut dire que c'est un des principaux produits habituels des Chinois. Et en Chine, nous nous appelons support. Notre marque, c'est support. On fait 99,9% de notre chiffre d'affaires sous marque support. Nous fabriquons dans nos 4 usines de Chine. Nous avons 12 000 personnes. Nous avons 1100 magasins. En temps normal, on a 16 000 démonstratrices dans les magasins. Lorsque c'est la fête nationale, on en rajoute à peu près 16 000. Donc voilà. Et donc nous sommes chinois. Nous avons peut-être, je dirais, une dizaine d'expatriés français ou de nationalité en Chine, maximum sur 12 000. Donc on est chinois. Et je dirais que c'est un choix parce que comme on s'appelle support et qu'on veut apporter aux Chinois des produits chinois, on a pensé que pour fabriquer ou pour définir le meilleur produit pour faire du lait de soja, ben, c'est pas plus idiot d'avoir des gens de marketing et des gens de R&D qui soient chinois. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà goûté le lait de soja, mais c'est franchement dégueulasse. Donc pour un Français, demander à un Français de faire ça, il peut le faire intellectuellement.
Mais c'est pas naturel pour nous, puisqu'on n'a jamais eu ça dans notre jeunesse. Alors que pour un Chinois, et j'en vois qu'il y a peut-être quelques-uns dans la salle, le lait de soja, oui, c'est connu, on connaît ça. Bon, donc voilà. Donc nous, ce qui est certain, c'est que nous sommes Chinois. Nous avons en France, je pense, au moins une bonne centaine de Chinois. Donc ça ne veut pas dire, au contraire, on multiplie les échanges, mais nous sommes totalement chinois en Chine, et je peux vous dire que le niveau et la qualité de nos collaborateurs chinois est juste inouï. Et que autant quand on a pris cette société, je pense que les premières années, on a beaucoup apporté de technologie, de connaissances des grands comptes, les Carrefour, les Walmart et autres. Aujourd'hui, ils sont extrêmement rapides et je dirais qu'ils vont plus vite que nous en termes de marketing sur Internet. Ils vont à une vitesse absolument incroyable. Et en matière de R&D, ils en apportent autant que nous le rapportons. Juste pour vous raconter une petite anecdote, pour vous montrer à quel point ça va vite. Quand nous avons repris Support en 2006, ils venaient d'ouvrir quelques magasins. C'est des petits magasins, 80 mètres carrés, qui se ouvrent dans les petites villes, là où il n'y a pas encore la distribution moderne. Donc ça permet déjà de démarrer. Et puis comme ça, quand la distribution moderne arrive, nous, on plie bagage et on laisse la place. Nos 80 mètres carrés ne font pas le poids par rapport à Gomé ou Suning à 1200, mais on est connu. Donc on est arrivé et ils nous ont dit, est-ce que on peut continuer cette politique? Oui, très bien. Donc vous en avez 200. Bon, vous allez en faire combien l'année prochaine? 200. Ah d'accord. L'année suivante, on en fait combien? Vous en avez fait combien? On en a fait 200, on avait dit 200. Et l'année suivante, on en fait 200. 200, 200, 200. 200 par an. Nous, dans tout le reste du monde, quand on avait 50 par an, c'était bien le maximum. Donc, je pense que la Chine va aller très très vite et va nous apprendre beaucoup de choses. Alors, on va revenir rapidement sur un des sujets que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, Monsieur Raffarin, et peut-être que les autres intervenants pourront nous éclairer également. La montée de la classe moyenne, donc on a vu que c'était une très bonne nouvelle, à la fois pour la demande intérieure et pour la formation des jeunes cadres chinois. Mais comme vous le sous-entendiez tout à l'heure, ça sous-entend également une hausse significative du coût du travail et donc des charges pour les entreprises. Alors, Monsieur Raffarin, plus particulièrement, vous qui êtes impliqué dans l'implantation des entreprises françaises en Chine, est-ce que cette augmentation du coût du travail ne va pas aller à l'encontre du fait que la Chine soit, à l'heure qu'il est, une forme d'Eldorado pour les entreprises européennes? Eldorado, c'est trop facile comme image. C'est pas facile aujourd'hui pour les entreprises d'être en Chine, hein. Ils ont quand même beaucoup bossé et il y a assez peu de gens qui sont là-bas par hasard. Il faut trouver les bons partenaires, il faut passer beaucoup de temps. Donc, si vous voulez, c'est pas le pays merveilleux. Je pense qu'il faut être un peu plus tempéré, si je peux me permettre, dans l'analyse que vous pouvez faire là, depuis le début. Parce que il ne faut pas se poser la question, est-ce qu'ils vont toujours avoir des problèmes? Est-ce que finalement c'est un pays ou très facile ou très difficile? En fait, comme toujours, yin et yang. La Chine, c'est l'un ou l'autre. Bouteille à moitié pleine, bouteille à moitié vide. Donc, à chaque fois, vous pouvez vous dire qu'il y a des côtés positifs à une chose, il y a des côtés négatifs à une chose. Donc, je ne crois pas aujourd'hui qu'on puisse dire que dans la Chine de demain, il va y avoir des problèmes au point qu'on peut parier sur un déclin de la Chine. Je pense que ce serait une erreur, et je vous le dis à vous, parce que je pense vraiment qu'une part de votre avenir est asiatique. Il faut que vous en ayez conscience. Parce que derrière les produits, derrière les capitaux, il y a des idées, il y a des approches culturelles. L'approche culturelle chinoise, asiatique en général, elle est très importante dans les comportements. Je ne veux pas parler de ça devant un professeur sinologue en plus, mais la manière de penser, elle est fondamentalement différente entre eux et nous. Nous, on a grosso modo un moteur intellectuel, je caricature un peu, mais pour aller vite, un moteur à 3 temps, thèse, antithèse, synthèse. On a fait ça en prépa. Aristote, Descartes, et dans notre éducation nationale, Karl Marx, nous ont appris, on a une thèse, on a une antithèse. On challenge tout ça, on remet en cause, et on débouche sur une synthèse, sur une vérité, sur un absolu. Cet homme est un honnête homme. Ah, en Chine, moteur à 2 temps, yin, yang. Cet homme, il est exceptionnel, mais il peut être un peu malicieux. Moi-même, d'ailleurs, je suis un bon garçon, mais vous savez, je peux être une peau de vache. Je le sais. Et de toute façon, le mal est en moi. Le bien est aussi en moi, mais le mal est en moi. Et j'en ai conscience. Je ne vais pas chercher
dans la salle celui qui n'aura que du bien, celui qui n'aura que... Non, mon partenaire avec qui je vais travailler, avec qui je vais signer un contrat, il est pas mal. Mais il a quand même... Attention, il faut faire attention. Donc on va essayer de construire avec le temps une confiance. On va essayer d'avancer. Je pense qu'Edgar Morin, avec la pensée complexe, est assez proche de ces idées-là. Quand il dit il faut prendre une idée, envisager son contraire et voir son interaction. Donc tout ça pour dire, on pourrait aller plus loin là-dessus. Mais la pensée chinoise, je pense qu'elle est assez moderne. Et je crois qu'il faut se tenir compte les uns et les autres que cette pensée-là, elle va avancer dans le monde. Elle commence à avancer déjà. Et il faut se préparer à ça. Je vous le dis parce que j'ai été dans une position comparable un peu à la vôtre. Quand j'avais 20 ans, j'étais dans une école de commerce. J'ai eu la chance qu'on nous prévienne, nous, notre génération, de ce que serait la part d'Amérique de mon avenir. Notamment, grâce à l'Express, à Jean-Jacques Servan-Schreiber, le défi américain, on nous a expliqué ce que seraient les autoroutes de l'information, on nous a prévenu qu'on aurait un Internet un jour, ça ne s'appelait pas comme ça, mais on nous a prévenu, on nous a appris un peu ce que seraient les McDo. Quand j'avais 20 ans, si je pouvais penser qu'il y aurait 5 McDo à Poitiers, j'aurais jamais cru ça. Mais on m'a quand même appris que les modes de consommation allaient changer, tout ça. Et je pense que et finalement, au total, on a vécu avec la culture américaine en prenant le meilleur, le rock'n'roll, et en laissant de côté ce qui n'était pas forcément idéal. Mais chacun a vécu avec la culture américaine sans être possédé par la culture américaine. Je pense que pour vous, c'est un sujet identique. Il faut se préparer à la part d'Asie que vous aurez dans vos relations, dans vos activités économiques, dans la culture, dans l'expression artistique, dans la littérature, dans la poésie, dans toutes ces formes d'expression. Vous aurez une part d'Asie dans votre avenir. Et donc il faut s'y préparer, se muscler pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse être nous-mêmes, pas forcément avaler tout ce qui sont leurs propres valeurs et leurs propres attitudes, mais dialoguer et même d'ailleurs se conforter par ce type de dialogue. Donc en résumé, je crois qu'il faut faire le pari, un peu comme Pascal le faisait, il faut faire le pari que la Chine sera forte. Et il faut penser qu'ils seront aussi intelligents que nous pour régler les problèmes qu'ils auront à traiter. Et il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, quel est le pays qui peut dire aux autres « Ouais, moi, tranquille, pas de problème ». Est-ce que la France, aujourd'hui, peut dire « Moi, pas d'explosion sociale, moi, pas de problème de justice, d'égalité, pas de problème d'économie, pas de problème d'emploi ». Est-ce que la France peut dire ça? Est-ce que les États-Unis peuvent dire ça avec les élections américaines telles qu'elles se déroulent en ce moment? Est-ce qu'il y a un pays au monde qui peut dire à la Chine « Vous inquiétez pas, nous on sait, il n'y aura pas de problème ». Donc soyons très prudents. On aura tous un certain nombre de difficultés. Donc parions sur le fait, et préparons-nous à avoir la Chine comme partenaire et à donc défendre nos intérêts, défendre ce que nous avons à défendre, mais profiter aussi, apprendre d'eux, parce que c'est une très vieille civilisation, et qu'en plus, sur le plan de l'adaptabilité, on disait pour les chiffres du commerce, sur le plan de l'adaptabilité, ils vont à une vitesse très rapide. Moi, juste un truc, en 1980, dans le département de la Vienne, c'est un énorme département exceptionnel, particulièrement bien représenté sur le plan politique, dans ce département de la Vienne, on décide de faire un jumelage. On a la ville de Châtellerault qui fait 32 000 habitants. Et donc, on tombe sur Shenzhen, on nous montre Shenzhen, 30 000 habitants. Alors, voilà ce qu'il nous faut, Châtellerault et Shenzhen. Mais comme nous sommes des élus avisés, il y avait M. Monory qui était là, nous discutons, oh, on est malin, nous. On va faire la Vienne toute entière, c'est-à-dire 400 000 habitants. Et on va jumeler la Vienne, 400 000 habitants, avec Shenzhen, 32 000. Et grâce à l'énergie de ces élus, la Vienne est passée de 400 à 430 000, pendant que Shenzhen est passé de 32 000 à 14 millions. Donc, et à chaque fois qu'on va à Shenzhen, on ne reconnaît plus la ville. Donc tout ça, la rapidité, il faut quand même en tenir compte. Alors, ils auront des difficultés, ils auront un certain nombre de problèmes, nous aussi, et ils ont autant de capacités que nous à affronter les leurs. Peut-être, si vous permettez, rester sur les classes moyennes. Je crois qu'il d'abord, il faut bien se rendre compte que ce qui se passe en Chine aujourd'hui, ou dans d'autres pays émergents, en Inde ou ailleurs, c'est pas très différent de ce qui s'est passé, je dirais, en Europe après la guerre. Au moment de la reconstruction, vous avez finalement une amélioration des infrastructures dans l'électricité. Aujourd'hui, ça paraît évident, l'eau courante. Enfin, après la guerre, c'était pas évident. L'électricité n'était pas évidente. Téléphone, il fallait du temps.
Vous avez un phénomène de développement de l'industrie qui attire les populations vers les villes, donc changement d'habitat. Vous avez donc apparition d'une classe moyenne qui a plus de pouvoir d'achat, qui, une fois qu'elle a assez pour acheter de la nourriture, a envie de mieux vivre, et donc elle consomme. Et c'est ça qui fait. Et puis en plus, en général, vous avez la grande distribution moderne qui apparaît. En France, c'était Carrefour en 61 et Darty en 68. Aux États-Unis, c'était Walmart, je crois, en 61-62. Et puis aujourd'hui, regardez en Chine, vous avez tous les grands mondiaux et chinois dans les hypermarchés, plus les spécialistes, donc vous avez tout. Et juste 4 chiffres. C'est les chiffres de l'OCDE, je crois. 2010, vous aviez 2 milliards d'habitants sur Terre qu'on peut considérer comme classe moyenne. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont le même pouvoir d'achat, mais dans leur pays, ils ont un pouvoir d'achat par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle les classes moyennes. Vous aviez 1 milliard dans les pays matures, 1 milliard dans les pays émergents. On estime au CDE qu'en 2020, vous aurez toujours 1 milliard dans les pays matures, c'est un peu tristounet, mais c'est comme ça. Vous aurez 2 milliards dans les pays émergents. Et qu'en 2030, vous aurez toujours 1 milliard dans les pays matures, et vous aurez 4 milliards dans les pays émergents, dont 2,5 en Asie. Donc voilà, donc je veux dire, vous avez évidemment des classes moyennes qui vont progresser fortement, et donc c'est ça qui va tirer tous ces pays. Ok, très bien. Donc, pour parler d'un autre problème et d'un autre besoin d'adaptation de la Chine, c'est le problème de l'environnement. En effet, la Chine est le premier émetteur de CO2 dans le monde, environ 25% du montant total des émissions de gaz à effet de serre. 25% de l'eau utilisée ne respecterait pas les normes nationales. Enfin bref, le problème environnemental coûterait au moins 3 points de PIB par an à la Chine. Mais comme vous l'avez dit, le gouvernement veut s'adapter. Il a annoncé le mois dernier un plan social massif d'environ 5 millions d'emplois. C'est-à-dire qu'on enlève 5 millions d'emplois dans le domaine de la sidérurgie, dans le charbon, et on les redirige vers la green economy. Malgré cela, il y a toujours un mécontentement fort de la population, de nombreuses manifestations en Chine. Et donc la question que je vous pose est double, vous trois à qui vous voudrez répondre. Est-ce que ces manifestations sont l'œuvre de quelques militants écologistes, ou sont-elles l'expression d'un vrai malaise de la population par rapport à l'écologie? Et deuxièmement, dans quelle mesure le gouvernement va-t-il réagir à ce mécontentement, en plus de ce plan social? Avant de vous répondre, je voudrais quand même résumer, parce que je m'en veux de ne pas avoir dit l'essentiel de mon doute, quand même, tout à l'heure, sur l'avenir de la Chine. Le problème, pour moi, fondamental, peut se présenter en une phrase. Un, pour des raisons historiques fondamentales, pour des raisons géographiques, pour des raisons sociales, ce pays ne peut pas être gouverné autrement que par un parti communiste. Deux, ce parti communiste est de moins en moins apte à répondre aux problèmes de plus en plus complexes et aux problèmes sociaux nouveaux qu'il y a en Chine. Peut-être me trompais-je, en tout cas c'est là que se présente mon inquiétude profonde. Alors maintenant, l'environnement, l'écologie, etc. Il faut comprendre, nous connaissons maintenant nous connaissons le problème depuis très peu de temps, le problème de l'environnement en Chine. La vérité, moi je l'ai vu depuis 20-30 ans. J'ai vu des vallées entières pourries par une usine qui était en haut de la vallée, et j'ai vu des choses effroyables, véritablement. Des villages entiers où ils étaient tous comme ça, etc. etc. Et aujourd'hui, le problème de l'air à Pékin est à ce point grave que ma femme a failli laisser sa peau, hein, véritablement. Elle a eu, un incident assez grave, et je dis les choses comme elles sont. J'ai préféré que nous prenions l'avion tout de suite plutôt que de l'envoyer à l'hôpital, car j'ai des expériences de hôpitaux chinois. Je crois que on se comprend, vous et moi. Voilà. Alors, si on connaît soi-même des médecins, etc. Mais moi, je me rappelle très bien, personnellement, c'est une parenthèse, qu'on m'avait découvert un cancer du poumon. J'avais pris le premier dans un hôpital, j'avais pris le premier avion, et j'étais rentré, je m'étais mis avant tout le monde dans un hôpital pour que l'examen soit fait, et j'en suis parti coup de pied au derrière, parce que je n'avais absolument rien. Absolument rien. Bon, alors maintenant, ils ont découvert, mais ils ne pardonnent pas.
Et ils ont découvert ce qui se passait à un moment où le problème est dramatique. Et le problème est dramatique parce que eh bien, le travail n'a pas été fait pendant des années et des années. Ce sont des sols qui sont bousillés, ce sont des villes entières où tout le monde tousse, etc., etc. Donc il y a un travail absolument extraordinaire. Je dirais que le seul élément positif dans cette situation-là, c'est que ce problème de l'environnement peut être présenté comme un problème non politique. C'est-à-dire que le régime peut le traiter sans se donner l'impression qu'il risque quelque chose. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles la Chine a fait volte-face sur la question de la COP21. La deuxième raison étant que M. Xi Jinping a eu l'intelligence remarquable d'en faire un argument de rapprochement avec les États-Unis. J'ajoute qu'il a fait des progrès extraordinaires en anglais. Je le dis en passant parce que Xi Jinping, maintenant, de plus en plus évolue en se mettant un peu en parallèle avec Mao Tse-tung. C'est comme ça. Mais il y a au moins un domaine où il est plus fort que Mao, c'est en anglais. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Mao avait compris à l'avance que la bataille se présenterait finalement entre la Chine et les États-Unis. Et dès 1934, il avait acheté un AC-1000. Et tous les soirs, il faisait de l'AC-1000, tous les soirs, à la veillée. Et il n'a jamais été capable de dire un seul mot, quoi, véritablement. Tandis que maintenant, M. Xi Jinping, lui, parle, lui négocie avec les États-Unis, et c'est quelque chose de très positif. En tout cas, la position maintenant de la Chine en matière d'écologie est sans doute un des éléments à la fois les plus tardifs. Il est trop tardif, mais en même temps, c'est un élément d'optimisme tout à fait considérable. Si vous voulez ajouter quelque chose, monsieur, sur la question de l'écologie. Simplement, moi je rappelle toujours la Chine paradoxale. Le premier pollueur du monde, mais le premier en photovoltaïque et en lien. Et donc, à chaque fois que vous avez une vérité, pensez qu'il y a la vérité contraire. Donc, ils sont les premiers pollueurs, mais les premiers dépollueurs. Et donc, je pense qu'ils vont investir plus que tous les autres dans la dépollution des terrains. Et je pense que dans la technologie de dépollution des terrains, dans 4-5 ans, ou peut-être même avant, on aura des spécialistes chinois mondiaux. Donc ils sont... alors c'est vrai qu'en termes de paramètres de l'environnement, on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans les expatriés, qui refusent un peu à votre exemple. Les jeunes refusent d'aller s'installer ou à Pékin ou à Shanghai, parce que notamment pour les enfants en bas âge, qui ont les poumons qui sont en train de se former, ça peut être très dangereux. Donc il y a beaucoup de cadres d'entreprises qui sur les grandes villes, sont résistants. Mais donc il y a ces problèmes-là, mais il les traite aussi avec une certaine forme de détermination. Donc, si vous voulez, quand vous regardez la Chine, vous voyez que c'est un pays extraordinairement centralisé. 90 millions de gens dans le Parti communiste. Il y a plus de membres du Parti communiste qu'il y a de Français. Il y a peut-être plus de communistes en France qu'en Chine. Mais enfin, ça c'est probable. C'est pour dire que c'est pas rien comme parti. Donc il est très centralisé. Mais en même temps, les provinces sont très autonomes d'une certaine manière. Carrefour a créé, avec Daniel Bernard, connu dans cette maison, ils ont créé 50 hyper seulement avec le pouvoir provincial. C'est au 51e que Pékin a appelé Carrefour pour demander à ce qu'ils viennent expliquer leur stratégie en Chine. Donc on dit, ils sont très centralisés. Oui, mais on a installé 50 Carrefour simplement avec le pouvoir local. Décentralisation. Pollueurs, en même temps, dépollueurs. Et en permanence, vous les voyez comme ça, ils sont très paradoxaux. Donc c'est vrai que sur l'environnement, ils ont pris le sujet à bras-le-corps, avec la COP21, avec la thématique mondiale, avec, je pense, un point très important qui va dans le sens du Xi Jinping parlant anglais, etc., c'est la visite, la participation cette année de Xi Jinping à l'Assemblée générale de l'ONU, où il investit, il va donner de l'argent pour les opérations extérieures de l'ONU, pour le financement de l'ONU, c'est-à-dire qu'il joue la carte multilatérale, et il ne faut pas oublier que la COP21, c'est une opération de l'ONU, c'est-à-dire c'est aussi une opération multilatérale où en permanence, je me souviens,
avec Sarkozy, quand Sarkozy avait été un peu hésitant sur l'affaire des Jeux Olympiques, où il avait dit tout et à peu près son contraire, donc ça avait quand même posé des problèmes, parce que pour un Chinois, un bon copain, c'est un copain prévisible. Le gars qui improvise en conférence de presse, ça c'est dangereux. Donc il est imprévisible. Donc il dit les Jeux Olympiques, oh je vais y aller, même si j'étais pas invité, j'irai. Et 3 jours après, il dit avec Dalai Lama, ah bah oui mais c'est le Dalai Lama, tout ça, j'irai peut-être pas. Donc tout ça, ils n'ont pas aimé du tout. Et il fallait choisir. Bon, mais alors à un moment, il y avait le G20 à Londres et le président Hu Jintao à l'époque dit ça. On va recevoir Gordon Brown, il va recevoir Angela Merkel, c'est-à-dire tous les chefs d'État et chefs de gouvernement, sauf Sarkozy, sanction. Mais, et Sarkozy, pour une fois, en l'occurrence bien conseillé sur ce sujet, dit... non, hélas, mais... il ne m'écoute pas. Ça dure depuis un certain temps. Ah bon, Ouais. ah bon. Bon. Ah, Mais malgré tout. dommage pour lui. Et Sarkozy dit, vous voulez pas me voir, c'est pas grave, c'est du multilatéral, je suis pas tellement intéressé. Et au total, la veille, Hu Jintao a demandé à Sarkozy de venir, il l'a reçu, comme ils savent se recevoir, à minuit, pour juste humilier un peu quand même, mais en même temps, pourquoi? C'est-à-dire, il n'a pas voulu arriver au G20 en étant accusés ou en ayant un problème. Quand ils viennent dans une conférence internationale, ils ne veulent pas avoir de soucis. Avant, ils disent un certain nombre de choses, mais quand ils viennent, ils ne veulent pas. Donc ils jouent la carte de la COP21, ils jouent la carte parce qu'ils cherchent aujourd'hui à s'intégrer le mieux possible dans la stratégie de la Chine aujourd'hui. De mon point de vue, c'est très clair. C'est le leadership en Asie d'abord. Empêcher que les Américains soient présents et que la stratégie d'Obama sur l'Asie soit présente, la route de la soie, etc. Pour le reste, on essaie de garder les choses le plus au calme possible, le moins d'agitation, le plus de stabilité possible. On joue la carte du multilatéral pendant qu'on fait en sorte qu'on a le leadership sur la Chine. C'est une vieille tradition chinoise. Je souhaite la stabilité du reste du monde pendant que moi je me développe. C'est cette ligne-là qui est, je crois, la ligne dominante. Moi, je veux juste dire un mot, c'est que les États-Unis ont été les plus grands pollueurs de la planète pendant des décennies et des décennies. Je crois qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, tout le monde parle effectivement de développement durable, mais quand vous avez fini votre développement industriel, vous êtes déjà passé à 90% de services, etc., c'est bien. Mais quand vous n'êtes pas du tout à ce stade-là, c'est sympa, mais vous faites comment? Et surtout quand vous avez 1,3 milliard d'habitants qu'il faut quand même faire vivre. Donc on peut comprendre que les Chinois disent qu'ils aient aussi besoin de temps. Cela étant, je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le plus gros investisseur dans le nucléaire aujourd'hui. Ils investissent, c'est le plus gros investisseur du monde dans tout ce qui est énergie renouvelable. Ils ont déjà au moins depuis 4 ans dit très clairement que le développement devait changer et devenir beaucoup plus propre. Je crois qu'ils sont conscients. Vous savez qu'un des produits qui sont les plus vendus en Chine, produits domestiques, sont les purificateurs d'air. Donc il y a une prise de conscience réelle de la population qui fait pression. Et donc effectivement, comme vous disiez, il n'y a pas de... C'est une cause qui n'est pas conflictuelle d'y aller. Donc moi je suis persuadé qu'ils vont y aller, ils vont mettre des moyens considérables. Puis vous savez, je vous raconte une anecdote, le G20 aura lieu au début septembre à Hangzhou. Hangzhou, c'est une petite ville que tout le monde connaît, qui a à peu près 9,5 millions d'habitants aujourd'hui. Oui, c'est là où nous sommes basés, qui est à 2 heures de Shanghai. Alors nous, c'est très simple, on nous a expliqué gentiment qu'à partir du 15 août, nos usines, parce qu'on en a 2, Hangzhou et Shaoxing, qui est à 40 km, autre petite ville de 7 millions d'habitants, nos 2 usines seraient fermées. Ben, on est fermé pendant 1 mois, parce qu'il ne faut pas qu'on pollue. Donc on va fermer, et toutes les usines vont fermer pendant... C'est évidemment très temporaire, mais vous ne pouvez pas, et nous on a quand même pas mal d'usines et pas mal de... je peux vous dire que les normes environnementales et les exigences des autorités, locales notamment, sont de plus en plus importantes. Donc oui, il y a une vraie prise de conscience. Il ne faut pas rêver, on ne va pas revoir le soleil à Shanghai tout de suite, ou en tout cas pas de façon régulière, mais je crois qu'ils ont pris le taureau par les cornes et qu'ils y arriveront. Mais ça prend du temps.
Donc ces évolutions de la société chinoise, elles sont majeures comme on l'a vu, et on vient de le voir également, elles ont des répercussions sur l'économie, sur l'investissement, vous venez de nous en parler, et précisément sur l'investissement notamment des entreprises européennes en Chine. Et dans la dernière partie de cette table ronde, c'est le sujet qu'on va aborder, comment s'implanter en Chine. Et Alors attendez, excusez-moi alors, je voudrais revenir juste en 2 phrases Je vous en sur prie. ce qui a été dit. Je crois que dans ce qui vient d'être dit, il y a quelque chose de très précieux, c'est qu'on voit bien quel est le choix en politique étrangère pour la Chine, soit la priorité à la domination régionale, soit la priorité à une action, disons, plus importante, globale. Je crois, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, le choix fait par M. Xi Jinping favorise plutôt l'action régionale. Je crois que c'est une erreur grave, parce que il y a un tas de gens, je dirais, dans le voisinage qui détestent les Chinois. Ils n'iront pas très très loin dans ce sens-là. Quant aux Vietnamiens, qui sont les plus grands guerriers du monde, ils ont toujours battu les Chinois quand il y a eu des bagarres. Hein. On ne bat pas. Il faut savoir que on peut faire ce qu'on veut avec les Vietnamiens, mais pas la guerre. Hein. Ça, c'est clair. Et en revanche, et puis par ailleurs, il y a également l'Inde de l'autre côté. Je trouve ça pas très très malin. Alors qu'à l'inverse, ce qu'ils ont fait avec les Américains, là, ce qu'ils ont esquissé, me paraît beaucoup plus intelligent. Et ils pourraient devenir un grand pays qui participe à la gestion du monde d'aujourd'hui. Pardonnez-moi, c'est ça que je voulais dire. Mais je vous en prie. Donc, pour revenir à cette dernière partie de la table ronde, on va essayer d'aborder la façon dont les entreprises européennes peuvent s'implanter en Chine et quelles sont les stratégies des entreprises, mais également des États, pour faciliter cette implantation. Donc bon, l'exemple français type en Chine, c'est bien évidemment SEB. Pour replacer les choses dans leur contexte, SEB a acquis l'entreprise chinoise Support en 2007. Depuis, les ventes de support en Chine ont plus que triplé. SEB emploie plus de 12 000 personnes en Chine. Surtout depuis 2014, le marché chinois est le premier marché de SEB, devant le marché français, avec 17% du chiffre d'affaires de SEB à peu près qui est réalisé en Chine, contre 16% pour le marché français. Donc Monsieur de la Tour d'Arthez, forcément je m'adresse à vous. La question, très simple, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passé l'OPA sur support? Et ensuite, quelles sont selon vous les clés du succès d'un groupe européen en Chine? Alors, je n'aurais pas la prétention de dire quelles sont les clés du succès, mais en tout cas, je peux vous dire ce que nous, on a fait et comment on l'a fait. Alors, nous, on a eu deux phases. La première, c'est qu'on est allé en Chine dans les années 95, et on a fait une JV avec, à l'époque, on ne pouvait faire quasiment que des JV avec des sociétés d'État. Donc, on a fait une JV avec la municipalité de Shanghai, qui détenait une société qui faisait des fers à repasser et qu'elle vendait en Chine sous marque Red Heart. Donc on a pris le contrôle, on a fait une JV 50%, 55 et eux 45, et on a commencé à travailler pendant 2-3 ans. Et il nous est arrivé exactement ce qui est arrivé à Danone et Wahaha, c'est là qu'on a découvert un jour qu'il y avait une 4e usine qu'on ne connaissait pas, et qui fabriquait des produits et qui les vendait séparément sous la même marque, etc. Donc on s'est fâchés. Notre management local, français, a été très très bon parce qu'ils ont réussi à exaspérer tellement les Chinois qu'on a réussi sans être blacklisté à Shanghai. Donc ça, c'était la mauvaise expérience. Puis la bonne expérience, ça a été effectivement d'aller en Chine et de chercher. Moi, j'étais convaincu que je ne voulais plus entendre parler de société d'État, parce que trop compliqué. Puis en plus, tout était torpillé. Notre numéro 1, il y avait toujours un numéro 2 derrière. Le directeur financier avait un adjoint qui partait avec le tampon, donc on ne pouvait plus payer personne. Enfin, c'était infernal. Donc on a regardé la Chine s'ouvrant. Et dès 2002, moi je suis allé en Chine rencontrer un certain nombre de sociétés, et j'en avais repéré une qui s'appelait Support, et avec laquelle on travaillait un petit peu, et qui me paraissait privée, qui n'était pas cotée à l'époque. Et donc nous les avons approchés, ils nous ont dit qu'ils souhaitaient d'abord faire une IPO, donc ils ont fait leur IPO en 2004. Donc comme on pouvait pas, je leur ai dit, si on ne peut pas vous épouser, on va aller épouser une autre chinoise. Donc on est allé voir d'autres sociétés, avec qui on a beaucoup discuté. Finalement, en 2006, Support est revenu nous voir pour nous dire finalement ils pensaient que ce ne serait pas idiot de se marier avec nous. Parce qu'ils avaient compris que il valait mieux avoir SEB avec que SEB contre. Parce que évidemment, si on n'est pas avec, on est contre. La seule difficulté, c'est qu'entre-temps, ils étaient cotés et qu'à l'époque, il n'y avait aucune entreprise étrangère n'avait eu l'autorisation de prendre le contrôle d'une société chinoise cotée.
Donc on s'est dit on va être les premiers, on pensait que ça durerait 3 mois, et il nous a fallu 18 mois. Donc 9 mois pour avoir le feu vert du ministère du Commerce chinois, le MOFCOM, et 9 mois ensuite pour avoir le feu vert de la CSRC, qui est l'AMF local. Bon, moi je crois que je suis allé 15 fois en Chine en 2007, 15 fois en 2006, 15 fois en 2007. On était toutes les semaines à Pékin, tous les 15 jours, pour essayer de vendre notre dossier. Mais in fine, je pense qu'à force de ténacité, peut-être que, puis en plus c'est vrai que la Chine avait besoin de donner des preuves qu'elle s'ouvrait un peu. Donc il y avait beaucoup de groupes français qui tapaient à la porte, mais je pense qu'ils ont pensé que les wok ou les gamelles, c'était peut-être moins stratégique à perdre que du nucléaire ou des avions. Donc on est peut-être passé au milieu. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a été les seuls à avoir le feu vert et que depuis, aucune autre société étrangère, Coca n'a pas réussi, aucune autre société, ni américaine ni européenne, n'a réussi à prendre le contrôle d'une société cotée. Donc nous, je pense qu'on a eu un peu de chance, tant mieux. Mais nous, alors, pour sa première partie, deuxième partie, pour votre question, comment réussir? Nous, on a fait un pari qui n'était pas évident, mais c'est notre pari qu'on fait dans tous les pays. Nous sommes, dans notre philosophie et dans notre stratégie, on est l'anti-Coca ou l'anti-McDo. On ne veut absolument pas que tout le monde mange des frites ou boive du café crème, comme on prend en France. Nous voulons nous glisser et servir les populations et s'habituer à leurs habitudes culinaires. Donc, en Inde, notre premier pays, c'est les mixer grinders, c'est pour moudre les épices. En Colombie, c'est les appareils pour cuire, parce que c'est des espèces de fait-tout. Bon. En Chine, c'est bien sûr un rice cooker ou des appareils à faire de lait de soja. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est très clairement, on s'appelle Support, au Brésil on s'appelle Arnaud, on vend des blenders. Donc on s'est mis dans le moule, on essaie de comprendre. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'acquisitions, c'est parce qu'on a besoin de gens locaux. Et puis on se met dans la masse. Nous sommes cotés, nous souhaitons rester cotés. On a 17% en bourse. On nous demande pourquoi est-ce que vous ne voulez pas avoir 100%. Parce que moi je préfère en Chine avoir 15 000 petits porteurs chinois qui chaque fois qu'on vient chercher des poux dans la tête à une société de notre secteur, ça arrive toujours pour des problèmes de manganèse il y a 3 ans ou autre, je préfère qu'on soit perçu comme étant une société chinoise avec des actionnaires chinois plutôt qu'un groupe français. Donc nous, nos raisons chinois, on se fait tout petit, nous sommes chinois, tout le monde bien sûr, les autorités chinoises savent très bien que nous sommes français, mais nous nous comportons comme les Chinois et nous respectons les lois chinoises, même sans doute plus généreux que les lois normales. Je peux vous confirmer qu'effectivement la Chine impose des augmentations de salaire et des augmentations de charges très fortes pour justement que les Chinois épargnent moins et développent la consommation intérieure, puisque nos salaires augmentent de 10% et nos charges sociales de 10% aussi chaque année, donc c'est gigantesque. Mais voilà, pour nous, notre succès a été de devenir chinois. Alors, Monsieur Raffarin, peut-être, on voit souvent des délégations de chefs d'entreprise qui accompagnent le président de la République, les dirigeants politiques français lorsqu'ils vont en Chine. Concrètement, qu'est-ce que l'État français peut faire pour aider, en termes de diplomatie économique finalement, pour aider les entreprises françaises à s'implanter en Chine en termes de relations? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un retard français en termes d'implantation en Chine des entreprises? Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne. La part de marché des entreprises françaises, fin 2015, c'était environ 1% du marché chinois. Les entreprises allemandes, c'était près de 5%. Pourquoi il y a un retard français en la matière, selon vous? Parce que les entreprises françaises sont trop petites. Nous avons des PME qui sont plus P que ME. Et au fond, on a une situation... il y a 3 millions d'entreprises, on est très content d'il y a 3 millions d'entreprises, mais sur les 3 millions, il y en a 1,9 million qui ont un seul salarié. Donc ce sont des chiffres un peu... On a beaucoup moins d'ETI, les entreprises de taille intermédiaire, que les Allemands, et que pour aller en Chine, il faut quand même une certaine taille, d'abord pour pouvoir investir, pour pouvoir choisir les bons partenaires, de trouver le temps de se construire un partenariat. Donc, si vous voulez, si on ne va pas plus loin, c'est parce que, nos entreprises sont trop petites, 2, que nous n'avons pas suffisamment de capacité de financement en France. Aujourd'hui, nous sommes dans une panne d'investissement en France, et donc il faut libérer un certain nombre de processus, y compris fiscaux et tout, pour qu'on ait des capacités d'investissement, y compris dans les pays étrangers. Donc là, il y a un certain nombre de sujets qui sont très franco-français,
et pour lesquels il faudrait essayer de travailler, parce que si vous n'avez pas la capacité d'investir, c'est difficile d'aller chercher des marchés étrangers. Même si on trouve parce que toujours yin et yang, même si vous trouvez des contre-exemples, le boulanger qui va réussir à faire un truc super, le chocolatier qui va réussir à faire un truc super, vous voyez des petites boîtes qui réussissent en Chine, mais il y a quand même, globalement, c'est quand même difficile, il faut des fonds propres. Donc, premièrement, je pense que c'est la capacité que nous avons, nous, à faire grandir nos PME qui nous ouvrira un certain nombre de marchés, mais c'est vrai de la Chine comme du reste. Pour le reste, évidemment, l'État a un rôle particulier parce que dans tout ce qui est aujourd'hui le pouvoir, il y a une centralisation quand même politique qui fait que les ministres, le ministre et le Premier ministre et M. Xi Jinping ont un pouvoir considérable sur l'économie. Et donc, on peut discuter avec le pouvoir, avec des projets économiques qui se décident très directement. Donc, il est clair que les chefs d'entreprise ont intérêt à participer pour un certain nombre d'entre eux, à des voyages du président, à des rencontres avec les responsables politiques, même si je rejoins ce qu'est un peu la culture de Seb, si je comprends bien, et celle de son président, c'est pas d'arrogance. On n'est pas là-bas pour donner les leçons, parce que notre arrogance occidentale, c'est sans doute une question de rejet évident qu'il faut essayer d'éviter. Donc, je dois dire que, de mon point de vue, c'est en Chine que les entreprises françaises chassent le plus en meute. Par exemple, la semaine prochaine, il va se tenir à Pékin un comité France-Chine où la quarantaine d'entreprises françaises qui travaillent beaucoup avec la Chine, ils passent une journée ensemble, ils ont des colloques et des tables rondes, tout ça, et l'autre journée, c'est dans une délégation, et je vais avec eux, et on fait des visites dans les administrations, on va voir les dirigeants politiques, on a vu le président il y a 2 ans, on voit le Premier ministre, on voit les ministres compétents. Donc là, il y a vraiment une démarche française qui est organisée par le MEDEF international, par la Chambre de commerce de Paris. Enfin, il y a une organisation, c'est présidé par M. Tricouart, le président de Schneider, et c'est une mécanique qui est quand même très importante. Donc ça, je crois que c'est important d'avoir ce travail avec l'État. Si vous êtes dans les équipements, par exemple, il y a un sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est la Smart City. Je ne sais pas si ça donnera beaucoup de résultats, mais c'est vrai que si vous regardez le transport avec Alstom, si vous regardez les déchets avec Veolia, avec Suez, si vous regardez la maîtrise d'énergie avec Schneider, si vous regardez beaucoup de sujets de cette nature, Deco, par exemple, et la communication, vous apercevez que sur la ville intelligente, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont des capacités à intervenir. Donc ça, il y a un projet actuellement qui est à Wuhan, Madame Aubry suit ça particulièrement, où on essaie d'associer les entreprises françaises à des quartiers nouveaux de Wuhan qui se développent. Donc je pense que les pouvoirs publics ont un rôle important, même si les entreprises après doivent faire tout le travail parce que c'est quand même assez lourd, mais c'est quand même une belle occasion de contact. Mais je voudrais dire que ce qui me paraît très important, moi, aujourd'hui, et vous nous sentez quand même tous les trois, même si on peut avoir des opinions différentes les uns des autres, on a quand même une forme de respect intellectuel pour la Chine. Et au fond, vous voyez qu'il y a des cas de figure très difficiles et très différents qui réussissent en Chine, mais tous ont en commun qu'il faut quand même aimer les Chinois. Si vous n'aimez pas les Chinois, vous ne ferez jamais rien en Chine. Je connais des gens qui critiquent les Chinois, qui passent leur temps, qui ceci, qui cela. Si tu n'aimes pas le Chinois, tu ne vas pas en Chine, va faire des affaires avec les Mexicains, au Qatar, et tu me diras d'ailleurs où on en est sur le PSG, etc. Fais un certain nombre de choses à l'extérieur, mais si tu n'aimes pas le Chinois, tu ne vas pas en Chine. La première des règles, je crois, c'est qu'il faut aimer les Chinois pour faire des affaires en Chine. Et je suis tellement d'accord que je prends la suite tout de suite, immédiatement, parce que pendant longtemps, j'ai cru que la langue était un problème majeur. Mais je crois que avant la langue, il y a ce que vient de dire le Premier ministre, c'est-à-dire est-ce qu'on aime, est-ce qu'on considère comme partenaires, comme des partenaires, est-ce qu'on considère les Chinois comme des gens
avec lesquels on peut construire un avenir commun. C'est là qu'est la question. Et cela, c'est pas seulement un truc général, c'est aussi quelque chose, comment dire, d'extrêmement concret. Quand vous vivez en Chine, où est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vous installez là où il n'y a que des Occidentaux, ou est-ce que vous vous mettez là où il n'y a que des Chinois? Moi, j'ai toujours choisi la deuxième solution. Quand vous êtes en Chine, est-ce que vous rentrez tout de suite au premier jour de vacances, ou est-ce que vous passez aussi des vacances en Chine? Moi, je le dis comme c'est, j'ai été marié 2 fois en Chine. C'est-à-dire que, évidemment, je suis bien marié. Non, pas simultanément, mais c'est-à-dire que c'est des gens, ils étaient tellement sympas qu'ils voulaient absolument me marier leur fille. Et il y en a une fois, c'était chez des paysans, et elle me disait, je disais, attends, moi je suis marié, j'ai déjà 3 enfants, etc. Il disait, oui, mais elle vaut 100 moutons, 100 moutons. Eh bien, je trouve que ce jour-là, j'avais touché quelque chose de fondamental. Une autre fois, évidemment, pourquoi est-ce qu'on se balade en Chine toujours en avion, etc. Moi, j'ai fait Canton-Shanghai en bicyclette. Et j'ai été arrêté par les flics. C'était à l'époque, ils n'étaient pas faciles. C'était au milieu des années 80. Et j'ai été encabané dans une prison où c'était, je me rappelle, de la terre. Et je me rappelle aussi que j'avais une boule comme Monte Cristo, là, vous savez, au pied, avec une chaîne et puis une grosse boule, etc. Pour aller aux toilettes, vous parlez, c'était pas simple. Au matin, on tape contre la porte et dit « L'étranger, je suis le directeur de la prison. J'ai compris, tu deviens mon représentant en Occident, tu vas vendre mes confitures. » J'ai appris qu'il faisait des confitures. Et tu épouses ma fille. Moi, je suis, par ailleurs, vous l'avez compris, plutôt bien marié, etc. Et donc, je dis, d'accord, mais écoute, je voudrais au moins connaître ta fille. C'est très sympathique, c'est très, très intéressant, mais etc. Alors, évidemment, elle avait les genoux qui s'entrechoquaient, naturellement. Et je lui dis, mais vous avez l'âge d'avoir un petit copain? Elle m'a dit, oui, oui. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Alors, écoutez, vous le faites boire. On a commencé à boire à 11h du matin. On a terminé à 11h du soir. Et ensuite, j'ai volé un autre vélo, parce que le premier avait disparu, et j'ai roulé pendant trois jours. En tout cas, j'ai connu la Chine beaucoup plus comme cela que dans les cocktails, etc., etc. Je crois qu'il y a, d'ailleurs, de ce point de vue-là, en Chine, toute une série beaucoup de jeunes Français qui ont appris le chinois, qui ont appris la Chine, et je crois que les entreprises françaises auraient intérêt à en recruter beaucoup plus. Voilà, c'est ça, la langue, mais surtout un autre style, voir les Chinois comme des autres, comme des amis. Un exemple un peu d'échec dans l'autre sens, pour le moment. Les entreprises dans les télécommunications, je me suis battu pour faire venir dans mon département ZTE, qui est une grande entreprise de télécom. Ils ont construit un centre de formation de 30 millions d'euros, un truc super avec un architecte, entreprise locale, ils ont payé Rubis-Young, mais l'État, l'État français leur fait des difficultés parce que ne veut pas donner accès aux routeurs, dans les systèmes centraux de télécom, à des Chinois, montrant que on a des risques. On a appris quelques temps après, que c'était par les Américains qu'on était écoutés. Mais enfin, ce n'est pas la même chose. Donc, il y avait des risques. Eh bien, les Chinois, écoutez, c'est pas grave, ils gardent leur bâtiment, ils le louent, et puis de toute façon, l'État français aura besoin de nos produits un jour, donc on reste. Voilà, ça viendra. Ils ont une notion du temps qui n'est pas la même que le nôtre. Et donc, ils louent ces bâtiments. Et ils vont régulièrement voir l'État français pour dire, alors, quand est-ce que vous nous donnez la norme pour pouvoir aller dans les marchés publics français? Et au fond, c'est quand même assez incroyable. Sur leur type profond, ça ne les effraie pas, et puis ils attendent que de toute façon les circonstances arrivent. Donc ça, il faut bien comprendre que le temps n'est pas la même chose pour eux que pour nous. Donc on a des choses à apprendre, et c'est cet intérêt pour la culture qui donne, je crois, de la crédibilité quand on veut faire des affaires. Ça me paraît un bout de conclusion. On va arrêter là pour nos questions. Si vous avez des questions, vous avez devant vous 3 des plus grands experts de la Chine. Je crois qu'il y a des préparations dans la salle. S'il y a un point de votre programme que vous n'avez pas encore éclairci sur la Chine, c'est le mot. C'est la première.
Bonsoir. J'ai passé un semestre en Chine que j'ai adoré, donc j'adhère tout à fait à vos propos. Moi, ce qui m'a vachement surpris en Chine, c'était... là, je suis en France, ça c'est plutôt la contrefaçon, mais en vivant en Chine, c'est la question que, peut-être que c'est un point de vue très d'expatrié, mais j'ai l'impression que les Chinois aussi, ils sont sensibles de se demander si ce qu'on a, c'est le vrai truc, ou si on se fait avoir et c'est un faux. Enfin, c'est un problème qui est... non, mais enfin, c'est un problème qui peut être qui peut être pour de l'électroménager, mais même dans la nourriture, dans ce qu'on peut acheter dans le supermarché, on n'est jamais vraiment sûr si ça va être le vrai ou le faux. Et vous parliez de l'usine qui était cachée, que vous ne connaissez pas. Comment est-ce que vous expliquez ça? Enfin, est-ce qu'il y a une explication dans la culture, dans l'économie, dans le développement chinois des dernières années, ou c'est juste parce que c'est comme ça et Alors, d'abord, je crois que c'est culturel. Pour beaucoup de Chinois, copier, c'est juste, quand ils vous copient vos produits, ils vous disent, mais ça devrait faire plaisir, ça prouve qu'ils sont bons. Donc c'est pas choquant. Je veux dire, voilà. D'où on a fait ça, on a eu ça pendant des années. Alors, il y a une grande différence par rapport au passé, c'est qu'aujourd'hui, on arrive de façon quasi systématique à faire arrêter les contrefaçons. C'est-à-dire qu'on arrive tout à fait à faire saisir des produits, détruire les outillages, fermer les usines. On y arrive maintenant, je dirais, quasiment systématiquement. Pourquoi? Parce que la Chine a envie de faire plaisir à l'Occident? Pas vraiment. C'est parce que les entreprises chinoises sont elles-mêmes victimes de contrefaçon. Donc la contrefaçon existe partout en Chine, et si les autorités aujourd'hui sont extrêmement... se bagarrent là-dessus, c'est qu'elles ont des plaintes de tous les grands groupes chinois qui se font copier en permanence, parfois avec des problèmes de sécurité, que ce soit alimentaire. Et là, ils ne plaisantent pas. Je vous rappelle qu'il y a eu l'affaire du lait contaminé. La présidente de la société, dont j'ai oublié le nom, qui avait été mise en accusation, a été quand même pendue. Donc, enfin, je veux dire, ils ne rigolent pas là-bas. La sécurité des produits, c'est une chose qui est de plus en plus obsessionnelle en Chine. Et donc, il y a une vraie guerre contre la contrefaçon. Mais est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter demain? Non. Il ne faut pas rêver. Donc... et puis bien sûr, mais ceci dit, les produits contrefacteurs, vous les trouvez aussi chez Carrefour, à Écully ou ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup dans les importations de produits, notamment dans les MDD, des produits qui sont faits en contrefaçon. Donc je crois qu'il faut être effectivement extrêmement vigilant, et pour les industriels, il faut savoir être sans pitié. Nous, on ne va plus à une seule foire, à Canton ou ailleurs, et on passe notre vie à avoir des spécialistes, plus des avocats, plus des huissiers. Ça coûte de plus en plus cher, mais c'est la seule solution, parce que de toute façon, si vous ne faites pas respecter, les gens continueront à le faire. Bonsoir, merci beaucoup pour cet échange d'abord, c'était très intéressant. Moi j'avais une question qui était plus d'ordre diplomatique. Vous parliez, Monsieur Raffarin, de la volonté de la Chine d'être vraiment la puissance suprême en Asie. Et moi, j'avais du coup une question par rapport à des conflits, je dirais, entre la Chine et la Corée du Nord qui sont en ce moment de plus en plus importants, je pense, et aussi par rapport à la mer de Chine et des conflits qui peuvent y avoir par rapport avec les Philippines et le Vietnam. Donc, d'un côté, il y a cette Chine qui monte en puissance et qui veut se faire respecter, je pense. Mais comment est-ce que vous voyez le futur vraiment de la Chine en Asie de manière diplomatique par rapport à leurs voisins? Oui, question facile. Merci. Question suivante. Oui. Je rejoins tout à fait ce que disait le professeur Doménac tout à l'heure sur la diplomatie asiatique et au fond ce qui n'est pas encore pris le tournant international, mais dont on sent, je ne sais pas si c'est votre avis, mais que ça pourrait changer. J'ai quand même été très surpris que pour la première fois, le président Xi Jinping, lors de son voyage au Moyen-Orient, a fait l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il est allé dans deux pays qui sont en guerre. Donc c'est la première fois qu'on voit les Chinois aller dans une crise chaude. Parce que la stratégie des Chinois, qu'est-ce que la politique étrangère? La politique étrangère, c'est la défense de vos intérêts. Vous, Français, est-ce que Bachar el-Assad vous menace? Est-ce que Kadhafi vous menacez? Non. Alors pourquoi vous y prenez contre eux? Cherchez la stabilité, défendez vos intérêts.
quand vous êtes menacé, attaquez. Mais si quelqu'un ne vous menace pas, même s'il torture son peuple, c'est pas vos affaires. Vous voyez, c'est vraiment la défense de nos intérêts. Donc, je pense que la ligne stratégique, c'est une ligne de compétition avec les États-Unis sur l'Asie, ce qui veut dire la mer de Chine, la prise d'un certain nombre de positions. Ça veut dire la route de la soie et des moyens de financement considérables, avec des outils financiers qui sont créés. La banque asiatique pour les infrastructures de soutien à la route de la soie, 56 pays ont accepté de financer cet instrument qui, depuis Bretton Woods, est le seul instrument multilatéral qui existe et qui peut apparaître comme autre chose à terme que simplement un outil de financement des projets, mais qui peut être un outil multilatéral. Donc, je crois que ce qui est aujourd'hui en situation, c'est que, d'une part, il y a un leadership sur l'Asie, notamment vis-à-vis des Américains. Il y a un leadership sur l'Asie aussi avec carotte et bâton, avec yin et yang, avec, d'une part, je reçois le Premier ministre japonais, mais en même temps, je conteste les îles, c'est-à-dire que j'ai, vis-à-vis de Vietnam, vis-à-vis des uns et des autres, chacun a son abcès de fixation, c'est-à-dire c'est un rapport de force. À la fois, il y a la compétition sur l'espace avec les Américains, et à la fois, il y a partout un aspect de fixation pour que, s'il doit y avoir difficulté, il y ait rapport de force. Le potentiel de situation. Le bon général chinois gagne la guerre sans avoir à la livrer. Il l'a gagné avant par le rapport de force. Donc il met ses pions pour bien montrer que si vous me touchez, je peux agir. Donc dans ce contexte-là, je crois vraiment que la diplomatie chinoise est une diplomatie qui est d'abord régionale. Mais néanmoins, ce qui me frappe, c'est, mais là j'interroge mes collègues, si je puis dire, si je peux me permettre cette familiarité, c'est une question pour moi parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas l'impression que les présidents, que les dirigeants chinois étaient attentifs à l'opinion publique, comme on l'est en Europe. Ils étaient attentifs aux partis, ils étaient attentifs à quelques actions, comme Wen Jiabao va pour le tremblement de terre à Chengdu, un certain nombre d'images de cette nature. Mais là, on voit Xi Jinping aller au restaurant, on voit Xi Jinping s'occuper de son image, on voit Xi Jinping donner à l'opinion publique des satisfactions, mettre en prison des gens corrompus, etc., bon, pour donner des satisfactions à l'opinion publique, notamment. Et là, on voit que Xi Jinping a une notoriété mondiale aujourd'hui. Hu Jintao dans les rues de San Francisco, il n'était pas reconnu. Aujourd'hui, Xi Jinping dans les rues de San Francisco ou dans les rues de Tokyo, il est reconnu. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre une méthode de leadership qui est une méthode un peu occidentale. Dans le passé, dans l'histoire de la civilisation chinoise, le chef, dit Han Feizi, qui est celui qui a écrit L'Art de gouverner, 5 siècles avant Jésus-Christ, il dit, grosso modo, le chef n'agit pas. Le chef est un chef d'orchestre, il est discret, c'est pas du tout le chef à la présidentielle française, je fais tout, je pense tout, c'est le chef qui est chef d'orchestre, qui fait faire aux autres, qui fait agir les autres, qui organise les choses, mais qui n'est pas mis en avant. Là, Xi Jinping, il est aujourd'hui en train de devenir, je pense, un leader international repéré. Et sa visite, d'une part à l'ONU, où à l'ONU, il s'est fait doubler par Poutine, sur le plan de la communication, mais il a battu Poutine sur le plan multilatéral parce qu'il a apporté des financements à l'ONU. Et on se demandait beaucoup si la Chine allait participer, si en fait la Chine, qui réclame ses droits, assume ses devoirs. Pour qu'elle assume ses devoirs, elle doit payer le multilatéral et elle doit payer l'ONU. Et donc on voit là apparaître cette ligne-là. Donc moi je m'interroge, est-ce qu'on n'est pas à un tournant où Xi Jinping, devenant un peu leader mondial, ne va pas prendre cette inflexion. Et c'est ce signal-là, quand je l'ai vu en Arabie Saoudite et en Iran, je l'ai vu aller dans une crise chaude, alors qu'en général, ils s'en tiennent plutôt à l'écart. Bonsoir, je suis Zhu Lingzhang, journaliste à Courrier International. Je pense que je suis peut-être le seul chinois de ce soir. Est-ce que je peux poser des questions, en fait, chacun une question? Pardon.
Je voulais poser une première question à monsieur le PDG Seb. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Chine va aller très vite. Vous avez évoqué aussi la croissance 7% croissance annuelle. L'année dernière, c'est 6,9%. Mais je pense que ce sont les chiffres officiels. Voilà. On a évoqué aussi 2,5 ou 3%. Mais est-ce que vous avez vu la tête des gouvernements locaux en 2014? C'est 24 000 milliards de yuan, soit 3 428 milliards d'euros. C'est énorme, c'est gigantesque. Le plus important, c'est la croissance. Depuis 1998, la croissance de dette, c'est 20% annuel. Donc, je pense que vous êtes très, très optimiste. Moi, je suis chinois. Quand je parlais de 16%, c'est la croissance de SEB en Chine. Donc ça, je suis sûr. Oui. je vous garantis. Non, ici, on parlait pour Ça, j'ai pas de l'avenir, souci. pour perspective. Pardon? Moi, je trouvais que vous êtes très, très optimiste. Ah ben, je suis peut-être un naturel optimiste, mais si vous voulez, je revois simplement que aujourd'hui, nous n'avons pénétré, on est distribué en 50 000 points de vente en Chine. Il y en a au moins 90 000 à 100 000. Donc on a encore un territoire gigantesque qu'on ne couvre pas. On ne s'adresse pas à la moitié de la population. J'étais il y a quelques jours en Chine et j'ai participé de Hangzhou, dans une ville qui est déjà plus petite, qui s'appelle Deqing, qui est à 100 km et qui a 450 000 habitants. C'est déjà plus les mêmes produits. Et vous allez encore plus loin, c'est plus du tout les mêmes produits. Donc je crois qu'il y a une diversité du consommateur. Moi, je ne suis pas dans les métiers publics. Je veux dire, je vends à des consommateurs. Je pourrais vous montrer des photos. Vous voyez aujourd'hui, dans un petit magasin d'une toute petite ville qui s'appelle Xinche, on voit des téléviseurs à 2500 €. Bon, moi, c'est tout ce que j'ai vu, hein. Et j'ai vu que heureusement, support, et je m'en réjouis, est extrêmement présent dans les magasins, et on vend très bien. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que bien évidemment qu'il y a une dette, et nous avons tous des provinces qui est très importante. En tant que Français, je me vois mal donner des leçons sur la dette. Quand je vois celle de notre pays par rapport au PIB, je pense qu'on n'a absolument rien à dire et qu'on ferait mieux de s'occuper de notre dette. Mais il peut y avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des soubresauts. Bien évidemment, ce passage d'une croissance faite sur l'export et les infrastructures à une croissance qui passe plus par la consommation intérieure, mais s'il n'y aura pas que ça, c'est évidemment casse-figure, parce qu'il y a un moment où il faut, il y a un équilibre qui n'est pas simple à trouver. Donc on aura forcément des crises. Cela étant, sur le long terme, je reste optimiste. Et je pense que quand on est en Chine, on ne peut pas raisonner à 2 ans. On est là pour très longtemps. Je vais vous donner un exemple. En 2009, quand on a eu des crises en Europe, nous, notre croissance était 0 en Chine. On a senti l'impact très fort de l'arrêt des marchés occidentaux qui ne commandaient plus en Chine et donc l'arrêt des usines chinoises. Bon, on a souffert pendant 1 an. Et puis le lendemain, on est reparti à 10%. Je ne sais pas si on fera 10% de croissance cette année. Puis à terme, je pense que faire plus de croissance à 2 chiffres, c'est sans doute pas tenable. Mais sur le long terme, je pense qu'il y a un grand potentiel en Chine. Je note aussi qu'il y a 6 ans, nous ne vendions pas de cuiseurs à riz à plus de 50 € et qu'aujourd'hui, dans les grandes métropoles, j'inclus Hangzhou ou Shaoxing, on vend les appareils à 150 €. Donc il y a une montée en gamme. Donc il y a une montée en gamme du consommateur. Il y a derrière la relève qu'on n'a plus en Europe parce qu'on a déjà tout ratissé. Donc si vous voulez, il y a une masse énorme de consommateurs. Peut y avoir des soubresauts. Je ne crois pas que la croissance de la consommation s'arrêtera du jour au lendemain en Chine. J'ai une autre question aussi. Je pense que les pays européens, les pays occidentaux critiquent beaucoup la condition de travail en Chine. Est-ce que vous donnez un bon exemple ou montrez l'exemple français en Chine ou non? Bah écoutez, je crois, puisque en tout cas, nous avons c'est un point qui est extrêmement important, qui est notamment la sécurité, et qu'aujourd'hui, nous avons le même suivi de la sécurité et de la santé au travail dans l'ensemble de nos sites industriels, qu'ils soient en Chine, ou en Colombie, ou au Brésil, ou en France. Donc nos collaborateurs chinois sont exactement dans les mêmes conditions. Alors évidemment, vous ne fabriquez pas de la même façon. Je ne vous surprendrai pas, quoique ça évolue très vite, qu'on est plus automatisé en France qu'on ne l'est en Chine.
encore, mais ça a évolué énormément, puisque vu les hausses de salaire qu'on a connues ces dernières années, on est passé déjà, on n'est plus dans une, je dirais, une industrie d'assemblage uniquement. Il y a quelques années, en Chine, on fabriquait tout. Hein. Vous voulez fabriquer des moteurs, vous commencez par le fil de cuivre et vous faisiez tout. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y a des réseaux de sous-traitants, il y a des spécialisations. Donc l'industrie est devenue beaucoup plus moderne. Regardez la comparaison en 10 ans. Il y a 10 ans, toutes les usines étaient en étage. Regardez aujourd'hui, vous n'avez plus une seule usine en étage qui se construise en Chine. Donc la productivité a augmenté. Moi, je pense qu'on est dans les mêmes situations de santé, sécurité au travail qu'on ne l'est dans nos usines françaises. Merci. Je voulais poser une question à M. Ravarin. C'est un homme politique français, je respecte beaucoup. Je pense que la majorité des Chinois vous aiment aussi. Mais je pense que notamment les hommes politiques et des hommes d'affaires vous aiment. Est-ce que vous connaissez vraiment la population, les gens de classe modeste? Je pense que pendant de nombreuses fois, quand vous avez visité en Chine, vous êtes Premier ministre, est-ce que vous avez abordé les questions des droits de l'homme, sachant qu'en fait, comme Liu Xiaobo, il est toujours en prison. Est-ce qu'on peut aller chercher le contact en même temps, on peut attaquer le problème des droits de l'homme et la démocratie? Merci. Bon, sujet, bon, est-ce que je connais la Chine quotidienne? Évidemment non. D'abord, pour connaître la Chine, il faudrait... Moi, j'y vais très souvent, je suis un témoin, j'ai des amis qui sont dans les classes moyennes, je vais à chaque visite, j'ai des contacts avec des Chinois qui sont hors les postes de responsabilité, mais je n'ai pas vécu en Chine, je ne parle pas chinois, donc je suis à très longue distance. J'aime la poésie chinoise, je m'intéresse à la culture chinoise, mais je ne peux pas dire que je connaisse cette... Vous savez, moi, je me suis passionné pour la Chine parce que j'y suis allé très jeune, mais c'est quand je suis sorti de Matignon que je me suis dit, j'ai voulu m'intéresser à autre chose et je n'ai pas voulu refaire de la politique comme avant. Donc je me suis dit que j'allais m'intéresser à un sujet que je savais infini et que je pourrais travailler jusqu'à la fin de mes jours et qu'à la fin de tout ce travail, je ne connaîtrais pas grand-chose. Donc je me suis engagé là-dedans et donc je suis très, très prudent. Mais en revanche, j'ai bien compris la question sur les droits de l'homme, qui, elle, est très claire. Je peux vous dire que dans chaque réunion officielle, nous avons des discussions avec les dirigeants chinois sur les droits de l'homme. Ce que ne veulent pas les dirigeants chinois, c'est qu'on parle de ces choses-là publiquement. Mais ça m'est arrivé. Moi, j'ai vu des chefs d'État, de gouvernement, des chefs de gouvernement remettre des listes de prisonniers et des cas spécifiques pour demander des libérations. Ça existe. C'est un travail qui se fait. Mais c'est une question de diplomatie qui est un principe accepté. Ce sont des choses... On peut parler de ces choses-là de manière... Je me souviens d'une discussion très approfondie de ce sujet entre Hu Jintao et Nicolas Sarkozy, mais la règle, c'était on n'en parle pas à l'extérieur. Ça concerne les deux États, vous me dites ce que vous avez à me dire, moi je vous dis ce que j'ai à dire. Et donc ça fait partie du code diplomatique. Donc il y a un certain nombre de sujets. On a des sujets qui sont des sujets de friction entre l'Europe et la Chine. Quand nous traduisons gagnant-gagnant par réciprocité, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Nous disons que la Chine nous dit qu'il faut des gagnant-gagnant. Oui, nous disons, nous, quand on voit les échanges commerciaux, ça va un peu plus dans le sens vers la Chine que dans le sens vers l'Europe. Donc on dit, nous, on voudrait la réciprocité. Donc on sait qu'on a un problème d'interprétation sur le mot réciprocité, mais on peut en parler. On sait évidemment qu'on a un problème de compréhension sur la situation du Tibet. On connaît ces sujets et on connaît exactement ce qu'est la pensée occidentale sur ce sujet et ce que la pensée chinoise sur ce sujet. Donc on connaît un certain nombre de points. Il y en a des nouveaux. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui se passe en termes de concentration du pouvoir. On s'occupe aussi de ce qui se passe en termes de corruption. Donc ce sont des sujets qui existent. Mais je peux vous dire que sur ce à quoi j'assiste régulièrement, j'ai encore vu le Premier ministre Li Keqiang il y a 15 jours au Boao Forum. On a eu des discussions très approfondies. Avec les Chinois, on peut parler de tout, à condition qu'on connaisse bien à la fois les sujets dont on parle
et aussi qu'on respecte le fait qu'on n'a pas une exploitation médiatique des sujets qu'on discute. Ce sera donc le mot de la fin. Merci à vous, messieurs les invités. Il y a un buffet qui vous attend juste derrière la salle.